Mesdames et messieurs, nous avons l'autorisation de départ. Je vous invite sur les ponts extérieurs et vos balcons pour apprécier l'appareillage. Bonne croisière en Antarctique à toutes et tous. Very nice cruise in Antarctica. Happy to have you in the theatre for this gala evening. The main purpose is to introduce the senior officers and the head of department of the hotel department, who are going to be by my side to make this trip an unforgettable moment of comfort, luxury and experience.
Portal Point, au nord de la péninsule antarctique. Notre porte d'entrée sur le continent blanc. Nous arrivons au beau milieu de la sieste. 2 phoques de Weddell se prélassent sur la neige. Notre arrivée ne semble pas les troubler. Pour eux, la terre ferme est synonyme de sécurité. Sur Terre, ils n'ont pas de prédateurs et ne craignent donc pas les humains. Pour l'heure, leurs préoccupations principales sont de s'étirer et de soulager des démangeaisons inaccessibles. À quelques mètres, une femelle éléphant de mer dort, elle aussi. Elle a récemment quitté une des colonies situées plus au nord, après la fin de la période de reproduction. Aucun de ces phoques n'est une menace pour les manchots. Ils se nourrissent de poissons, de krill ou de calamars qu'ils vont chercher en plongeant en profondeur. En haut du dôme de neige de Portal Point, nous attend une mer calme comme un lac d'altitude, abritée du vent et des courants par de hauts reliefs. Mais soudain, le silence de la neige est brisé par un souffle. Ce groupe de baleines à bosse s'est réuni pour un grand banquet. Les phoques et manchots peuvent continuer de dormir tranquillement, car, comme toutes les baleines à fanon, elles se nourrissent de plancton. Elles ont quitté les eaux chaudes des tropiques où elles se reproduisent pour se rendre au grand festin antarctique, où des centaines de millions de tonnes de krill se concentrent. Une aubaine pour des cétacés qui ont passé plusieurs mois à jeûner. Avec leurs 16 mètres pour près de 40 tonnes, c'est un des plus gros animaux de notre planète, qui se nourrit de l'un des plus petits.
Alors on est en début de saison, du coup quand on va à terre, on a la chance de voir des colonies de manchots papous en tout début du cycle de reproduction. On va avoir des parades notamment entre les partenaires qui du coup se rencontrent pour le début de la saison. On va avoir des accouplements, on va avoir des manchots qui couvent. Et on va avoir un comportement qui est très rigolo. On va avoir des échanges de cailloux entre les partenaires. Donc on a des manchots qui vont aller chercher des cailloux dans la colonie et le ramener à leur nid. Leur nid est composé de cailloux, donc ils le ramènent à leur partenaire. Et le grand jeu de l'été, c'est de piquer des cailloux au nid d'à côté pour le donner à son partenaire. Une fois que les œufs sont pondus chez les manchots papous, on a une incubation de 30 à 40 jours environ, où les parents vont s'alterner pour couver l'œuf pendant que l'autre part en mer se nourrir. Une fois que l'éclosion a lieu, les parents vont continuer à s'alterner pour rester sur le nid et protéger les poussins. Jusqu'au moment où les poussins sont capables d'être thermiquement indépendants, ils n'ont plus besoin de la chaleur des parents pour survivre et ils vont pouvoir être laissés en crèche, donc ils vont se regrouper en groupe. Et on va avoir du coup les parents qui vont continuer à faire des allers-retours entre la mère et la colonie pour ramener à manger aux poussins. Ce qui tombe bien, ils vont être deux à pouvoir aller chercher à manger parce qu'on a des poussins qui sont plus gros qui du coup demandent plus de nourriture. Alors on est face à des manchots papous, donc des animaux marins. On est sur des oiseaux plongeurs, donc des oiseaux qui ont perdu la capacité de vol, donc qui sont tout à fait adaptés à leur environnement qui est marin. Donc c'est des oiseaux qui vont passer la majeure partie de leur vie en mer. Alors les manchots papous ne respirent pas sous l'eau, ils vont avoir besoin de revenir à la surface pour respirer. On a du coup des apnées quand on est sous l'eau pour partir à la recherche de nourriture. Et c'est pour ça qu'on les retrouve très régulièrement à la surface de l'eau, parce qu'ils sont obligés de revenir en surface pour respirer. Ils vont venir à terre pour deux grands moments de leur année. En début de saison, comme on est là actuellement, on assiste à la période de reproduction. Une fois que le cycle de reproduction sera terminé, on va avoir une phase où les manchots vont repartir en mer sur un temps assez court pour refaire leurs réserves alimentaires. Et une fois qu'ils auront repris un peu du poil de la bête, ils vont revenir à terre pour muer, ils vont changer complètement leurs plumes et ensuite ils vont repartir en mer pour le reste de l'année. Les manchots papous vont manger du coup du krill principalement. C'est pas une crevette, ça y ressemble beaucoup mais c'est pas une crevette. On a plus de 80 espèces de krill dans le monde, dans l'océan austral on en a une dizaine. Et la plus grosse espèce ressemble à une crevette qui fait environ 6 cm de long. Ça va être la nourriture principale du manchot papou. Alors dans une colonie, on va avoir des individus qui vont être plutôt au centre et des individus qui vont être plutôt en périphérie. On pense que les individus qui sont au centre sont les individus les plus expérimentés. Ils vont avoir tendance à se mettre au centre de la colonie. C'est des nids qui vont être plus protégés vis-à-vis de la prédation. Les nids qui sont en périphérie vont être plus exposés à la prédation par les labs notamment et par les pétrels géants. Donc le gros risque à cette période-là de l'année pour les manchots papous, pour leur période du coup de reproduction, ça va être la prédation des œufs par les labs. On a souvent tendance à voir la prédation du point de vue de la proie. Quand on regarde une colonie de manchots, on se dit « Ah, les manchots papous, ils sont en train de perdre leurs œufs ». D'un autre côté, on peut aussi voir la prédation du point de vue du prédateur. Le lab, il a besoin de se nourrir pour pouvoir, lui, faire son cycle de reproduction. On est à une époque où les labs aussi vont se reproduire, où ils ont aussi des œufs à incuber et ils vont avoir également des poussins à nourrir plus tard dans la saison. Donc la prédation peut vraiment être vue du point de vue de la proie, mais également du point de vue du prédateur, qui lui aussi a besoin de nourrir ses petits pendant la saison.
this party in the Paradise Bay. We are building for the occasion a big family and we're gonna spend an amazing time. So I'm sure that you will remember all your life this moment. Alors la particularité du coup de l'île de la Déception, c'est que c'est un volcan actif qui fait donc en surface 13 km de diamètre. Une autre particularité de ce volcan, c'est que c'est un volcan qui a une large caldeira à l'intérieur qui s'appelle Port Foster. Ce volcan s'est formé en 3 stades. Le premier stade, c'est la formation vraiment du volcan en lui-même au-dessus du plancher océanique jusqu'à affleurer vraiment le niveau de la mer, avec ses 30 km de diamètre. Et ensuite, avec le fait que la chambre magmatique se vide, le toit de la chambre magmatique n'a pas forcément toujours assez de force pour tenir en place. Du coup, il peut y avoir un effondrement au niveau du milieu du volcan, et c'est cet effondrement qui s'appelle une caldeira. Et donc, premier stade, on forme le volcan. Deuxième stade, la caldeira s'effondre. Et troisième stade, il y a des activités volcaniques rémanentes qui mettent en place des petits cônes à l'intérieur de cette caldeira et au niveau du volcan. Au niveau de la surface du volcan, on a principalement, du coup, à l'affleurement, ce qu'on appelle des scories. Vous pouvez avoir 3 types de produits. Des produits liquides qui sont des laves, des produits gazeux, donc les gaz, et des produits solides qu'on va appeler des téphras. Alors ce volcan, il est donc encore actif, c'est un des 2 seuls volcans actifs de l'Antarctique. On a celui-ci au niveau de la péninsule et le mont Erebus au niveau de la mer de Ross. Depuis les années 1600, il y a environ à peu près une dizaine d'éruptions qui ont été comptabilisées, la dernière datant de 1969. En fait, elle a été continue entre 1967 et 1969, ce qui a fait d'ailleurs évacuer les bases qui étaient présentes sur cette île à ce moment-là.